Ce soir, je remercie infiniment pour commencer notre invité, Vincent Brunner, qui avait déjà très gentiment accepté tout de suite notre première invitation à faire partie du programme de cette saison et puis qui a aussi aimablement bien voulu s'adapter et réaliser finalement cet entretien à distance. Donc, j'en remercie sincèrement. Donc, cher Vincent, bonsoir. Même si j'aurais aimé donc vous accueillir en personne, j'espère que ce sera partie remise. Je vais d'abord, avant tout, dire quelques mots pour vous présenter. Vous êtes journaliste, auteur, spécialiste de musique, on peut dire plus particulièrement de l'univers rock au sens large, mais aussi de bande dessinée. On va dire que ce sont vos deux centres d'intérêt, les deux piliers de votre travail d'écriture. Vous collaborez notamment très régulièrement aux Inrecuptibles, à Libération, au mensuel musical Tsugi et aussi à la belle revue dessinée pour les moins de 20 ans Topo. Ah oui. Vous êtes aussi auteur pour la formidable série vidéo d'Arte Tout est vrai ou presque. Je pense que nos auditeurs ont probablement déjà vu ces vidéos dans lesquelles vous présentez en 3 minutes la vie d'une figure célèbre avec humour et en mettant en scène des objets de la vie quotidienne. Et on en verra d'ailleurs un exemple tout à l'heure à la fin, puisque vous en avez fait une sur Dylan, donc on aura la chance de la regarder. Mais d'abord, je termine ce petit chapeau aussi pour vous préciser qu'on vous doit un grand nombre d'ouvrages sur l'histoire du rock, un livre sur Jimi Hendrix, un livre sur les super-héros aussi. Oui. Et puis, je vais parler de votre dernière publication, c'est le livre Sandinista, paru l'an dernier au Castor Astral, dans la belle collection A Day in the Life, qui retrace des dates décisives de l'histoire du rock. Et vous avez choisi de parler de la petite révolution qui a été la sortie donc, de ce disque Sandinista, triple album foisonnant et mêlant les genres du groupe The Clash. Voilà. Et puis, vous avez quand même... Ouais, on fête les 40 ans ce samedi d'ailleurs, de Sandinista. Donc, Formidable, je ne savais même pas. Impeccable. Et donc, vous avez quand même aussi publié ce livre. Je pense que, je ne sais pas si on le voit bien, Bob Dylan, Au-delà du mythe, City Edition. Formidable, absolument passionnant et que je recommande absolument à tous ceux qui voudraient aller plus loin après ce soir. Puisque donc, ce soir, alors je vais faire un petit préambule avant de vous laisser la parole, mais on s'attaque à rien de moins qu'un monument. Hein, évidemment, l'histoire de la musique populaire est constellée de figures tutélaires, mythiques, et Bob Dylan en fait évidemment partie. Il en est à 60 ans de carrière, un nombre incalculable de disques, et surtout, il a laissé une empreinte indiscutable, indélébile sur la scène musicale. D'abord en s'appropriant un grand nombre d'influences issues de la tradition musicale américaine, on en parlera, puis en influençant évidemment à son tour beaucoup d'artistes. Mais c'est une influence qui déborde aussi largement le cadre de la musique, hein, sur le plan évidemment intellectuel, culturel au sens large. Il reste aussi notamment associé, on le sait, au mouvement contre-culturel des 60s dont on parlera. Voilà. Donc évidemment une aura qui a plus d'un titre indéniable et très puissante. Il est toujours présent là quelque part. D'ailleurs, il était encore dans l'actualité cette semaine. On va peut-être commencer par là, puisque le New York Times révélait lundi que Bob Dylan avait, dans ce qui a été une décision historique, hein, vendu absolument l'intégralité des droits de ses morceaux à la Société Universal. Et je voulais juste citer un passage de l'article, puisqu'il parlait du catalogue de titres en question comme l'un des joyaux les plus convoités du monde de la musique, ou encore une mine de chansons qui ont façonné le folk, la pop et le rock et ont inspiré d'innombrables artistes. Voilà. Donc on va essayer de remonter un petit peu le fil et de redessiner, même si la tâche est immense, le parcours unique de Dylan et comprendre comment il a acquis ce statut d'icône, mais aussi comment il s'en échappe, puisque Bob Dylan, c'est quelqu'un qui n'a cessé de se dérober à toutes les images, étiquettes qu'on a pu lui accoler, de poète visionnaire, à leader engagé, etc. On verra tout ça. Voilà, en tout cas, toutes les attentes qu'on pouvait avoir de lui, il reste avant tout insaisissable et libre, et c'est ce qu'on va essayer de voir avec vous. Alors, cher Vincent Brunner, ma première question n'est pas très originale, incontournable. Pouvez-vous nous dire d'où vient Bob Dylan et essayer de nous présenter dans quel contexte il commence à se construire et comment ce qui sera son univers commence à se former. C'est vrai que Bob Dylan, à la base, il s'appelle Robert Allen Zimmerman. Bob Dylan, c'est même une construction. Même si à l'état civil, il a changé son nom en Bob Dylan en 1962, finalement, Bob Dylan, il est né presque de l'ennui que Robert Zimmerman a connu dans son enfance dans le Minnesota. Donc, il grandit dans une petite ville d'Ibing qui tire son nom d'un Allemand, d'un immigrant allemand qui a trouvé un gisement de fer. Et en fait, c'est ce qu'il va raconter. Alors, après, c'est vrai que il faut quand même que je vous présente toute mon humilité, c'est que
je ne suis pas allé à Ebbing. Et surtout, quand on parle de Dylan, on est obligé de se référer aux rares interviews qu'il donne. Alors, c'est vrai que dans le film de Martin Scorsese, No Direction Home, il dit, voilà, Ebbing, c'est une petite commune rurale au bout de nulle part. Et en fait, c'est comme ça qu'il va présenter son enfance. En fait, il est dans une petite ville du Minnesota où il ne se passe pas grand-chose, où finalement, lui va surtout avoir envie d'en partir. Hein. Et en fait, lui, il vit dans une famille plutôt de classe moyenne, mais assez aisée. Ses parents, enfin, son père et ses frères ont un magasin d'électroménager. Donc, là, il n'y a pas de problème de pauvreté. Lui, c'est vraiment finalement l'ennui qui va être un peu le moteur de toute sa carrière. Et donc, on sait qu'il y a plusieurs étapes dans la construction. Il y a la découverte de un peu la country, quand il écoute à la radio Hank Williams, et puis surtout les premiers morceaux de rock'n'roll. Et alors, on sait par exemple que quand il était au lycée, il avait marqué sur je l'ai là. Ça y est. Il avait marqué sur, alors, je ne sais pas si vous verrez bien, qui voulait grosso modo rejoindre Little Richard. C'est l'album du lycée de 1959. Et donc très vite, il a un peu touché au piano, touché à la guitare, avec cette envie de partir d'Ebbing grâce à la musique, au rock'n'roll. Il commence à jouer assez tôt en fait. Hein. Et on sait d'ailleurs qu'il a joué pour les 50 ans du lycée d'Ebbing et qu'à un moment en fait, ils sont arrivés avec les amplis, ils faisaient tellement de boucans que je crois que le proviseur a coupé le micro. Donc c'était un peu sa première expérience. Parce que finalement, Bob Dylan ou Robert Zimmerman, il était déjà un peu à part. C'est les témoignages de ses camarades de classe nous disent, c'est que il était vraiment ailleurs. C'était pas vraiment, voilà, il avait de par son aspect, il était fan d'Elvis Presley. Alors c'est vrai qu'il a eu la chance de voir un des derniers concerts de Buddy Holly. Je crois qu'il est mort 2 jours plus tard dans l'accident d'avion. Donc vraiment, sa formation, elle commence par la musique, ce qu'il entend à la radio, et puis ses quelques concerts. Et puis, très vite, il va avoir envie de partir. Alors, ce qui est aussi ultra intéressant, c'est que dans ce qu'il va raconter plus tard, au moment où il va être déjà un peu sous l'effet des projecteurs, il raconte qu'il aura fugué des quantités de fois de la maison familiale. En fait, tout ça est un peu faux, quoi. Il aura vécu, c'était plutôt un garçon pas sage, mais en tout cas, c'était pas un voyou, c'était pas quelqu'un qui voulait à tout prix emmerder ses parents. Non, en fait, mais bon, il y a eu le moment, on va dire, où il part à la fac à Minneapolis, où là, ça y est, c'est l'émancipation. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette période en fait où il veut vraiment partir. Et c'est ce qui montre dans le film No Direction Home. Il le dit, voilà, Ebbing, c'est vrai que ça reste finalement un peu pour lui dans l'univers de Dylan, ce no man's land, cet endroit finalement surtout avec laquelle il faut prendre la distance, quoi. Il faut vraiment s'en aller, quoi. Alors, vous nous avez cité donc ces premières influences d'adolescents, donc plutôt le rock and roll, voilà, Little Richard, Buddy Holly, la country aussi, Hank Williams. Ses premiers coups de cœur musicaux, mais pourtant Bob Dylan, il reste quand même, il est pour tout le monde le roi de la folk. Donc, j'aimerais savoir comment il découvre la folk music et comment il va y trouver sa place, ce qui va être son monde à lui, quoi. C'est vrai que je crois que le rock, quand il a découvert le rock, c'était un peu le sens ça lui donnait un sens à sa vie. Le folk, finalement, c'est devenu sa vie. C'est que quand il s'est rendu compte qu'il y avait des musiciens qui utilisaient le folk pour témoigner, transmettre un message, parce que c'est vrai qu'on regarde les paroles de Little Richard, elles sont transgressives, il y a des sous-entendus érotiques, mais c'est pas un super parolier. Elvis Presley, bien sûr, c'est pas le cas. Alors que quand il découvre la folk, c'est à la fac de Minneapolis. Oui, il y a cette vie bohème. C'est vrai que Minneapolis, par rapport à Ebbing, c'est une mégapole, bien sûr. Hein. Et je crois qu'il y a vraiment ce déclic où il commence ses études. Il commence aussi, il y a la Beat Generation, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Il voit bien qu'en fait, finalement, une guitare acoustique, ça peut servir à ne pas faire de bruit, mais à faire autre chose, à faire des mélodies, à accompagner ses textes. Et donc, c'est vraiment à la fac qui commence. D'ailleurs, je crois que son premier enregistrement, alors
qui est un enregistrement amateur. Il date de 59. C'était à Minneapolis, je crois. Un de ses copains avait un petit enregistreur. Mais c'est vraiment le tout début. Après, finalement, c'est vrai que de fil en aiguille, le folk, ça devient ça, plus qu'une passion. C'est vraiment quelque chose qui l'habite. Et il a envie un peu de se fondre dans cette culture, alors que c'est une culture qui remonte pour les États-Unis aux années 30. Et il va se découvrir un héros qui va être un peu voilà, sa figure tutélaire pendant les prochaines années. C'est donc Woody Guthrie, qui lui est le chanteur de la dépression des années 30, qui un chanteur engagé, qui faisait des protest songs. Et je crois qu'il y a vraiment voilà, le rock et puis effectivement Minneapolis, le folk où il se dit oui, mais ça c'est vraiment ce que je dois faire parce que j'ai écrit des poèmes. Alors, il nous a toujours. Bon, il dit qu'à 8 ans, il écrivait déjà des poèmes, ça on ne sait pas, mais en tout cas, il a vraiment une plume, la plume qui le démange. Et lui, il ne veut pas faire seulement du rock'n'roll, il veut transmettre quelque chose. Alors, je vais jongler toute la soirée entre notre discussion, le PowerPoint que vous m'avez gentiment envoyé, les petits extraits qu'on a préparés. Je crois que vous aviez une image avec Woody Guthrie. Oui, parce que là, en fait, c'est une photo de Woody Guthrie avec une photo de Dylan, et on voit vraiment il a essayé totalement de l'imiter. C'est d'ailleurs quand il va, alors je sais pas si bon, peut-être quand il arrive à New York en fait, parce que ça c'est l'étape d'après. Quand il arrive à New York, il va aller même rendre visite à ce chanteur qui pour lui est vraiment un géant de la folk music, et il va aller le rencontrer alors qu'il est dans un hôpital, presque un asile psychiatrique, et les familiers, la famille de Woody Guthrie va être étonné parce qu'il lui ressemble vraiment beaucoup en fait. Il porte la casquette un peu pareil. Alors là, c'est vrai qu'on voit, là, c'est vraiment évident. On voit le Bob Dylan vraiment du début des années 60 et qui a pour modèle Woody Guthrie, ce chanteur contestataire qui va. D'ailleurs, c'est vrai que pour lui, après, je ne veux pas dire il va tuer le père, c'est pas vrai, mais en tout cas, il va vampiriser un peu son œuvre, son costume, son look, on voit tout ça, et aussi être proche des familiers de Woody Guthrie. C'est ce qui aussi va lui permettre d'apprendre encore plus de choses, parce que si Bob Dylan voilà, se met au folk, la musique folk, c'est en étant une éponge. Il arrive vraiment, il va. Alors, c'est vrai que l'étape suivante, c'est quand il arrive en 1960, à la fin 60, à New York, où là, il va aller donc Greenwich Village et tous les endroits, on va dire le quartier général du folk, il va infiltrer et donc aussi connaître Woody Guthrie, parce que selon la légende, il est allé lui rendre visite. Alors Woody Guthrie était déjà très très diminué, mais il lui aurait chanté. Donc il y a Bob Dylan qui aurait chanté des chansons de Woody Guthrie à Woody Guthrie, et après qui s'est fait accepter par ceux que Woody Guthrie connaissait. Et donc c'est là où ça va vraiment, on va dire, il va faire son éducation sur le tas, mais c'est vraiment très très vite, quoi. C'est ça qui est aussi génial avec Dylan, parce que il est c'est aussi un virtuose dans l'apprentissage, c'est qu'il apprend très très vite. On sait qu'à New York, il va un peu squatter chez pas mal de gens, et quand il squatte chez les gens, il explore leur bibliothèque. Donc il y a vraiment plein de faisceaux culturels, le folk, la Beat Generation, New York, et puis c'est les clubs où il voit d'autres. C'est vrai qu'il y a déjà des gens qui maintenant sont moins connus que Bob Dylan, mais comme Devon Rank, qui sont voilà, un peu les vraies figures, et lui arrive avec ce côté un peu débraillé, mais il est très très motivé. Et donc, il essaye de forcer les portes, et il va y arriver de petit à petit, en commençant par un petit club, le Café Wa, et puis à un moment, il va jouer au Gaslight, qui est vraiment le gros club folk où vraiment là, on va dire, les stars du folk se produisent. Alors, vous me dites quand je dois passer les. Là, on peut voir, ça c'est le premier concert donc à gauche au Carnegie Chapter Hall, qui n'est pas le vrai Carnegie, mais qui est déjà une salle importante parce qu'elle est gérée, en fait, ça c'est une date qui a été organisée par celui qui gère le Folklore Center, qui est Easy, je ne sais plus, et qui est en fait quelqu'un qui réunit plein de chansons, des partitions, qui est en fait
vraiment un passeur, un transmetteur. Et ça, c'est un de ses premiers vrais concerts et un des concerts qui va aussi changer sa vie parce que enfin, celui-là commence à l'installer et après, il va tourner en première partie de John Lee Hooker, faire quelques concerts à New York. Hein. Et un journaliste, Robert Shelton, va le remarquer, va écrire un article dessus. Et donc, la personne qu'on voit tout à droite, John Hammond, c'est le producteur quand même de Billie Holiday. Il a découvert vraiment des grands talents de la musique américaine. Et quand John Hammond voit l'article sur ce Bob Dylan, il l'approche et il va le signer chez Columbia. Et c'est vrai que Bob Dylan arrive quand même, enfin, c'est une performance assez folle. C'est en même pas 2 ans, il est signé sur un des plus gros labels de musique américaine. Et là, ça va tout changer. Alors, son premier album qui s'appelle Bob Dylan, dedans, il y a beaucoup de lui, mais enfin, il y a très peu de lui, parce que finalement, il y a 2 chansons originales. Alors, il y en a une qui s'appelle Song to Woody, qui est quand même, voilà, là, c'est explicite, c'est l'hommage à la figure qui va lui permettre, qui lui a permis un peu de s'élever. Et puis le reste, ce sont que des reprises. Alors de classiques. Et c'est marrant parce que toute sa carrière, Bob Dylan fera des reprises de classiques américains, mais il a commencé son premier album par ça. Et après, bien sûr, là, il va composer et c'est l'étape suivante. C'est bien sûr que lui compose. D'ailleurs, quand il se produit en concert, il ne joue pas que des reprises. Il a déjà des morceaux originaux à son répertoire. Mais pour ce premier album, finalement, il n'y en a que 2. C'était peut-être aussi un manifeste, s'ancrer un peu dans cette grande histoire de la musique américaine des années 20, 30 aux années donc 60. Mais en même temps, vous l'avez dit, c'est ce qui va le distinguer, puisqu'en effet, ce monde des folk singers, à l'époque, c'était surtout des artistes, enfin des musiciens qui s'appropriaient un répertoire, et chacun chantait à sa sauce un petit peu les mêmes titres. Et lui va très vite comprendre qu'il, pour se distinguer, il doit aussi avoir ses propres textes. En même temps, vous l'avez dit, il a été nourri aussi il a été très vite attiré aussi par la poésie, il a des influences littéraires, intellectuelles, la Beat Generation et tout ça, donc l'écriture était là. Et, euh, et donc, il va se mettre, vous l'avez dit, à composer, à écrire ses propres titres. Et il y en a un qui va tout changer. On va peut-être arriver à Blowing in the Wind. Ah oui, 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 c'est vrai que c'est. En fait, ce qui est assez fort avec Bob Dylan, c'est qu'il arrive à cette période des années 60 où plein de choses se passent. On sent qu'il y a des. On sent, hein, rétrospectivement, bien sûr, qu'il y a des révolutions, qu'il y a des choses qui se. Dans les esprits, la sexualité, mais aussi, on va en parler après, le combat pour les droits civiques des Afro-Américains. Et lui, en fait, avec Blowing in the Wind, il arrive à écrire une chanson dans laquelle plein de gens peuvent justement trouver un souffle pour avancer. En même temps, c'est pas une chanson qui est non plus trop explicite, il ne prend pas. Parce qu'il l'a fait dans d'autres titres, prendre un fait divers, raconter justement un jeune Afro-Américain qui avait été pendu, des choses comme ça. Blowing in the Wind, c'est finalement la poésie avec des choses qui pourraient. Les phrases sont simples, compréhensibles, en même temps, le tout donne quelque chose qui peut être un peu abstrait. Et c'est là-dedans, les gens qui vont l'entendre la première fois vont se dire ah oui, c'est une sacrée chanson. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'elle va être popularisée par d'autres personnes que lui au départ, Peter, Paul et Marie, mais finalement, ce titre va le suivre pendant toute sa carrière. Et je crois que, encore ces dernières années, il le joue. Alors après, c'est vrai qu'on en parlera plus tard. Il a évolué aussi dans sa manière de jouer. Mais Blowing in the Wind, c'est sûr que moi, j'ai juste à côté là, tous les écrits des premières années. Et on voit bien avec la traduction, c'est vraiment. C'est aussi pour ça qu'il a reçu le prix Nobel il y a quelques années. C'est que voilà, Trelto, c'est un poète, il a réussi parce qu'il utilise des images qui nous parlent à tous. Et voilà, qui forment quelque chose dans notre esprit qui n'est pas du tout, c'est pas quelque chose de binaire, c'est quelque chose effectivement dans lequel on peut se retrouver. Donc, Blowing in the Wind, c'est le premier coup d'éclat, c'est la première pierre de la révolution Dylan qui va vraiment le faire sortir du lot, le faire repérer. Et le couronnement, comme vous l'indiquez dans votre livre, est marqué par le festival de Newport. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot? En fait, ouais, c'est un peu ces rendez-vous obligatoires dans la carrière d'un chanteur folk ou d'un artiste folk. C'est vrai qu'il va aller avec John Baez
au Festival de Newport. Alors après, ce Festival de Newport, il y va 3 fois en 3 ans. La première fois, donc, c'est un peu le jeune prodige dont on entend parler. Il participe, parce que le Festival de Newport, il y a aussi il y a des concerts l'après-midi et le soir, mais il y a aussi des ateliers où justement les compositeurs, les musiciens confrontent des idées, échangent des chansons, parce que, comme vous l'avez dit, le folk, en fait, finalement, il y a des originaux, mais il y a surtout des grands hymnes qui sont repris, qui sont échangés. Finalement, être propriétaire d'une chanson, pour le milieu folk à cette époque, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, il va au Festival de Newport où il a accepté, où là, on voit bien, enfin, là, c'est cette espèce de petit gamin à qui tout est promis, quoi. C'est vraiment. Et puis, quand il y revient d'ailleurs l'année suivante, là, il y revient en star. Il a déjà sorti 4 albums qui sont des albums folk, vraiment à guitare sèche, harmonica. Et, avec toujours, c'est vrai que John Baez, pas très loin, parce qu'elle a commencé plus tôt, en fait, elle a sorti des albums plus tôt, voilà, c'est quelqu'un qui est déjà dans le métier, et il va aussi se servir un peu d'elle, si on peut dire, parce qu'au départ, ils sont juste amis, collègues, et puis après, il y a une romance entre eux. Mais c'est vrai que le Festival de Newport, quand on voit les images, c'est vraiment, il y a un film qui a été fait, où on voit bien sur le premier, le 63, on le voit chanter dans tous les sens. Il y a aussi cette ébullition spirituelle, intellectuelle. Et puis petit à petit, il va devoir s'en dégager. C'est ça aussi, je pense que on en parlait, c'est qu'à un moment, il revient au Festival de Newport et il a déjà abordé un virage. Je vous laisse, Audrey, peut-être le présenter. On va y arriver tranquillement. Euh, Ouais. donc, on a vu les premières marches du succès à Newport en 63. Il est adoubé par les grands, ceux qui sont déjà reconnus, évidemment, Pete Seeger et cette génération, mais aussi John Baez et d'autres groupes en vogue, etc. Il séduit tout le monde. Blowing in the Wind a une résonance très importante. Et ce qu'il faut dire, c'est que tout ça est très fulgurant. On en parle d'une période très très courte, en fait, là, tout ce on va dire. Et en fait, donc, il arrive en 61 à New York, vous l'avez dit. Et en fait, 5 ans après, c'est la star internationale. Il a sorti 7 albums, c'est une icône et c'est une révolution Dylan. Et donc, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail pour savoir comment tout ça se passe et se traduit et comment il accède vraiment à cette starification, à ce statut de héros aussi, mais AUT, de la jeunesse contestataire. C'est vrai que, comme vous dites, il se passe tellement de choses. Moi, c'est ça que je me disais en y repensant qu'aujourd'hui, il y a plein de musiciens qui balancent des morceaux, des mixtapes, tout ça. Lui, comme les Beatles ou Rolling Stone, il produit beaucoup, il écrit, il y a plein de choses. Et comme vous dites, il y a autant d'albums, c'est vrai que c'est assez fou. Hein. Il y a 1964 et 1965, à chaque fois, il sort 2 albums ces 2 années-là. Donc, c'est vraiment, on a. Et alors, ce qui va changer un peu les choses, c'est Like a Rolling Stone, qui est quand même son premier single, on va dire, son numéro 1, parce que jusqu'alors, il avait des numéros 1, il obtenait des tubes, mais via les interprétations qu'en faisaient les autres. Donc, c'était quand même un peu frustrant pour lui. Et donc, il y a Like a Rolling Stone en 1965, qui là va tout changer parce que va passer à la radio non-stop. Et en plus, c'est vrai que l'histoire de Like a Rolling Stone est c'est un morceau qui est trop long pour sortir en single. Et finalement, il y a quelqu'un de la maison de disques qui va se dire, ah tiens, je vais passer à un DJ de tel club. Et en voyant l'effet que ça a produit sur la foule de ce soir-là, il se dit, on a vraiment un tube. Les gens de Columbia, ils se trompent. Alors, je pense que Like Rolling Stone, voilà, ça change quelque chose. Parce que là, c'est plus forcément la figure folk. Là, c'est la pop star, finalement la rock star. Et c'est aussi ce qui va sans doute ce qui lui pose des problèmes, c'est que son premier fan club, qui est vraiment strictement folk, il va pas du tout aimer d'entendre Bob Dylan passer à l'électrique et passer à la radio et avoir un tube. Avant qu'on entre dans le détail de cette révolution électrique, peut-être revenir sur quelques caractéristiques de cette période contre-culturelle et des protest songs de Dylan. On peut peut-être parler de quelques titres dans lesquels les jeunes et la gauche de l'époque se retrouvent. Voilà, et puis le mouvement des droits civiques, vous avez commencé à l'évoquer. Oui, c'est vrai, il faut pas qu'on. Oui, quand même, parce que quand Martin Luther King prononce son célèbre discours I Have a Dream, Bob Dylan est tout près. En fait, il participe avec John Baez et d'autres musiciens, mais à la marche pour les droits civiques en août 1963, la marche à Washington, qui est un vrai événement. Alors, il y a quelques années, il y a eu une autre marche qui était aussi très suivie, mais à cette époque, il faut quand même que se rappeler, hein, Rosa Parks, c'est 1955, il y a encore plein de. Bon, et maintenant, on voit aussi avec George Floyd et plein d'autres
malheureusement meurtre que les Afro-Américains, leur situation est loin d'être réglée. Mais à cette époque-là, en tout cas, Bob Dylan, lui, il s'engage pour cette marche. Il va aussi jouer avec Pete Seeger dans le Mississippi. C'est vraiment quelque chose qui prend à cœur. Hein. C'est pas du tout de la posture. Et on le voit d'ailleurs, on voit quelques images de lui en 1963 lors de cette marche. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça, c'est que Bob Dylan, il est vraiment, il fait l'histoire et il accompagne l'histoire, mais il est là. En fait, c'est aussi pour ça que cette personnalité est incroyable, c'est que elle résume presque le XXe siècle à elle toute seule. C'est ça. Et donc, je pense à quelques titres qu'il a sortis pour accompagner aussi ces mouvements-là. Il n'y a pas que sa présence. Voilà, enfin, je sais pas, peut-être The Times Are Changing, qui est quand Exactement, même... bien sûr. Bah oui, oui. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a, ou même Hard Rain Gonna Fall, ou qu'il présente en concert en disant voilà, c'est pour dire que les choses bougent. En fait, c'est lui, il crée, il y a une espèce d'appel d'air. Il y a toute une jeunesse qui veut que les choses changent. Et lui, en fait, il le verbalise avec de la poésie, mais il le verbalise. Et tous ceux qui soient afro-américains, qui soient jeunes, qui veulent se battre, qui veulent être militants, ils sentent bien que lui cristallise en fait ce qui est dans la société américaine. Ce qui lui posera problème après. On verra. Oui. Donc il arrive à mettre en mots en fait tout ce qui anime cette époque et ces titres deviennent des hymnes de la jeunesse. Oui, c'est ça. Il y en a tellement. Il fait beaucoup de balades en fait, beaucoup de choses qui, en fait, on n'arrive pas à comprendre comment il a écrit autant de morceaux. Il y a des fois, hein, c'est ça, hein, c'est fou. Mais il est, à un moment, c'est presque comme un journaliste et de cette écriture un petit peu peut-être plus réaliste, il va prendre ses distances pour, voilà, The Time They Are Changing. C'est effectivement un titre, le titre est très simple, on le comprend tous, il n'y a pas de problème. Après, la chanson, c'est pas du tout quelque chose qui est ultra précis contre quel gouvernement, non, tout le monde peut s'accaparer, s'approprier ses paroles. Alors, vous avez parlé de la marche de Washington et on a des images. Donc, on s'excuse pour la qualité de la vidéo, mais les images sont historiques, donc on voulait vraiment les montrer. Donc, c'est le jour du I Have a Dream et Bob Dylan est là, il chante, il accompagne le mouvement. Your applause, he needs no further introduction. Mr. Bob Dylan. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. His finger fired the trigger to his name. They heard no hit out in the dark. The hand set the spark. Two eyes took the aim behind a man's brain. But he ain't lame. He's only a pawn in their game. The South politician preaches to the poor white man. You got more than the blacks, so complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's gain as he rises to fame. And the poor white remain on the caboose of the train, but it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. The deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid, and the marshals and cops get the same. But the poor white man's used in the hands of them all like a fool. He's taught in his school from start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his heat, so he never thinks straight about the shape that he's in. So it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. From the poverty shacks, he looks from the cracks to the tracks, and the hoofbeats pound in his brain, and he's told how to walk in a
the back with his fist in a clinch, to hang and to lynch, to hide neath a hood, to kill with no pain, like a dog on a chain. He ain't got no name, but it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. The day Medgar Evers was buried from the bullet that he caught, they lowered him down as a king. But when the shadowy sun sets on the one that fired the gun, you'll see by his grave on a stone that remains, carved next to his name, his epitaph plain. Only a pawn in their game. Donc, il a 22 ans, il chante devant des centaines de milliers de personnes. On voyait à la fin de la vidéo, quand même, on pouvait se mesurer la foule. Je ne sais plus si vous aviez quelques images aussi que on peut peut-être montrer. Je sais. Attendez. On va voir ça. Ouais, bah voilà, ça c'est quand il va en 1963 dans le Mississippi, justement, bah, aussi soutenir le mouvement pour les droits civiques. Et là, c'est vrai que je crois qu'il y a Pete Seeger qui est pas très loin. Et bah voilà, il donne de son temps. Après, c'est sûr qu'il en reste des traces, mais c'est pas quelque chose non plus qui est trop médiatisé et qui est, on va dire, enfin, il le fait parce que ce sont vraiment ses convictions. C'est pas du tout, je pense, même si maintenant, bah, on le regarde rétrospectivement en disant qu'il avait bien sûr raison et que ça donne des photos incroyables, un épisode incroyable, mais il était vraiment. Bah, on en parlera aussi. Il y a John Baez et il y a Suze Rotolo aussi qui est un peu s'amuse et qui politiquement, voilà, exactement elle qui va je crois lui nourrir un peu le cerveau en fait. Elle va lui muscler, son cerveau parce qu'elle n'a pas du tout la même culture que lui. Et donc, théâtre, non? Pardon? Elle vient du théâtre, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, je crois. Oui. Ils ont vraiment deux cultures qui sont pas là, qui sont complémentaires, on va dire. Et là, c'est la pochette de son deuxième album en fait qu'on voit. Ouais, exactement. Ouais. Bah oui. Alors, j'ai le The Free Willin'. Bah oui, ça c'est une sublime. Voilà, c'est la. Moi, j'ai juste le petit, la petite. Ouais, bon. Ben ouais, ça c'est une photo sublime. C'est vrai qu'il y a aussi ce qui est fort avec Bob Dylan, c'est que le Bob Dylan des années 60-70, il est iconique tout le temps en fait. Il est pris en photo n'importe quand, il est charismatique, il est beau. C'est un peu James Dean plus Allen Ginsberg plus. Enfin voilà, quand on le voit, c'est fou, hein, vraiment de se dire que Bob Dylan, c'était à la fois un sex symbole, un poète, un musicien incroyable, révolutionnaire. Je m'emporte. Et là, c'est avec son épouse, Sarah Rollins. Un peu plus tardif. Ouais, bah ça c'est la session de Bring It All Back Home de 65 où il va justement un peu commencer cette révolution électrique, mais il le fait avec cet album de manière plus, on va dire, il y a une face acoustique, une face électrique, et puis après, les choses vont un peu dégénérer, on va dire, quoi. Quand ces fans hardcore, les premiers, pour eux, c'est un chanteur folk qui doit chanter avec une guitare acoustique, un harmonica, et il doit s'en tenir là, et il doit s'y tenir jusqu'à la fin de sa carrière. Bon, Bob Dylan, lui, c'est pas possible de voir les choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vient pas non plus de nulle part, ce passage à l'électrique, et on va développer tout ça en détail, mais quand même, j'ai envie qu'on s'attarde un peu sur le fait que ce statut, excusez-moi, d'icône et de mythe en construction, voilà, qu'on vient d'aborder, il va très vite quand même se sentir mal à l'aise avec. Et il va essayer de rejeter, de s'en éloigner. Et je crois que vous aviez choisi un passage aussi de ses mémoires pour illustrer ça. Ah bah ouais. Voilà, je vais essayer de parler un petit peu de ce mal-être de l'icône Dylan.
Bah oui, oui, alors, juste pour, c'est vrai qu'on va le voir si vous voyez des interviews télévisées des années 60, plein de gens, plein de journalistes qui parfois le connaissent pas trop, Bob Dylan. Pour lui, c'est voilà, c'est le porte-parole de la jeunesse. C'est comme si quelqu'un qui détenait le grand secret. Et c'est vrai que ça donne. Enfin, moi, il y a des fois, j'ai honte d'être journaliste quand je vois les interviews qui étaient faites à l'époque où on dit bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire sur la jeunesse, sur alors dans ses chroniques, il le résume bien mieux. Je vais vous lire ça. John Baez a enregistré une chanson que la radio passait souvent, dans laquelle elle m'interpellait. Alors, il parle d'une chanson qui est bien postérieure, dans laquelle elle m'interpellait. Montre-toi, prends tes responsabilités, guide les masses, sois l'avocat, mène la croisade. Cela arrivait comme un appel du service public. La presse ne se résigne jamais. De temps à autre, il fallait que je parle, que je propose de moi-même une interview pour que l'on ne vienne pas enfoncer ma porte. Cela commençait généralement par une question du genre « Est-ce qu'on peut reparler des événements ?»« Oui. Quoi ?» On me mitraillait de questions. Je répétais à loisir que je n'étais le porte-parole de rien ni de personne, que j'étais seulement un musicien. Alors il cherchait dans mon regard une bouteille de bourbon, une poignée d'amphétamine. Mais à quoi pensait-il? Puis un article arrivé dans les kiosques avec une manchette du genre « Le porte-parole refuse d'être porte-parole ». J'avais l'impression d'être un bout de barbac jeté aux chiens. Le New York Times publiait des interprétations boiteuses de mes chansons. Le magazine Esquire montrait en couverture un monstre à 4 têtes. La mienne et celle de Malcolm X, de Kennedy et de Castro. Qu'est-ce que ça voulait dire, bon Dieu? Je me sentais projeté au bord de la terre. On requisait quiconque était de bon conseil pouvait servir de guide. En m'épousant, ma femme ne savait pas à quoi elle s'exposait. Moi non plus d'ailleurs, et nous étions dans une impasse. Sans aucun doute, mes textes avaient touché des sensibilités qu'on n'avait pas encore touchées. Mais s'il n'y avait eu que les textes, pourquoi Duane Eddy, le grand guitariste de rock'n'roll, faisait-il un album d'instrumentaux avec mes musiques? Les musiciens ont toujours compris que mes chansons sont plus que des paroles. Seulement, la plupart des gens ne sont pas des musiciens. J'avais vraiment besoin de remettre de l'ordre dans mes idées, de cesser d'en vouloir au monde extérieur, de m'éduquer, de faire le tri dans mes bagages. Il me manquait le temps et la solitude. Et pour ce qui est de la contre-culture, allez savoir ce que ça veut dire, j'en avais vu assez. J'étais malade, des extrapolations bâties sur mes morceaux, de les voir retourner à des fins polémistes, d'être sacré, frère aîné de la rébellion, pape de la contestation, tsar de la dissidence, baron de l'insoumission, leader des écornifleurs, empereur de l'apostasie, archevêque de l'anarchie, grand Manitou. Qu'est-ce que ces salades? On peut retourner ça comme on veut, c'est autant de titres abominables, des noms de code pour hors-la-loi. Et donc là, c'est dans son livre, ses mémoires qui sont pour l'instant inachevées, chroniques, et c'est vrai que c'est quelque chose qui très vite il a ressenti, parce qu'on l'entend dans les interviews. C'est aussi pour ça qu'à un moment, il devient un peu ricaneur, narquois, et que les questions qui sont mal posées, il leur oppose des réponses sarcastiques. Et c'est vrai qu'il devient quelque part, Bob Dylan, devient un monstre. C'est lui-même, s'il devient cette personne qui a raison surtout, qui est comme un visionnaire, alors qu'en fait, il a su, avec son art, saisir l'air du temps, pardon, et tout d'un coup, voilà, il faudrait qu'il soit à la fois un musicien, mais aussi un porte-parole, qui prenne part à tous les combats, c'est pas lui, voilà, lui veut mener sa vraie vie, d'autant qu'à un moment, il a une vie privée à préserver. Et c'est aussi effectivement, quand il se marie, je pense qu'il ne pensait pas être. C'est ce problème, c'est qu'il devient plus gros que. C'est plus qu'un musicien, c'est le symbole, c'est une personnalité. Voilà, c'est vrai que cette couverture, elle est quand même assez éloquente, quoi. C'est une des personnalités, une des figures aussi importantes que Malcolm X, John Kennedy et Fidel Castro, selon ce magazine. Et donc lui, c'est vrai qu'il va pas trop supporter ça. C'est sûr que c'est casser son image, casser aussi l'image qu'ont les autres de lui. C'est vrai qu'il lui demande trop, en fait. Les gens lui demandent de plus en plus de choses. Et c'est vrai que son premier public, c'est ça qui est assez effarant, c'est que dans le film, j'ai juste là, le film Don't Look Back de D.A. Pennebaker qui documente la tournée 65, on voit il y a des jeunes fans de folk, mais qui ont 15 ans parfois, 17 ans, et qui sont déjà, eux, des puristes. Ils ont grandi dans le folk, et pour lui, ce qu'il est en train de faire, s'éloigner un peu de sa communauté, enfin, selon eux, c'est un sacrilège.
Et c'est vrai que d'être un symbole aussi jeune, c'est quand même un gros poids, quoi. Ben oui, parce que c'est un symbole mondial, en fait. C'est ça, c'est qu'en France, par exemple, la revue Rock et Folk va parler de lui, on l'entend à la radio, enfin, c'est énorme. Et puis, bah, bien sûr, il va donner aussi envie à Hugo Frey, plein de gens un peu limités, voilà, chanter ses morceaux. Donc, c'est vrai que c'est un peu à classe quand même, hein. Il porte un peu la terre sur ses épaules. Donc, c'est beaucoup pour un jeune homme qui, surtout, lui, ne se voit pas figé, quoi. Alors, vous en avez déjà parlé, mais on va revenir à ce moment crucial de 65, puisque donc ce fossé en fait entre son image, entre lui et cette image qu'il a acquise très très vite, mais qui va rester vraiment collante et le poursuivre, de Prince de la folk et de la protest song, Ouais. donc s'accentue en 65. Puisqu'il va faire des choix artistiques qui sont donc incompris. Vous l'avez déjà évoqué. Un peu, ouais, j'ai un peu amorcé, ouais. Ah non, mais il n'y a aucun souci, mais j'aimerais qu'on voit justement dans quelle mesure c'est, vous l'expliquez bien dans votre livre, c'est un malentendu en fait, cette incompréhension qu'il y a à ce moment-là. Bah, oui, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé, lui, il était fan de rock en fait, donc c'est vrai que le folk ou la folk, c'est son premier médium, mais il écoute toujours, il écoute les Beatles, il écoute les Rolling Stones, il a été un puriste, mais finalement très peu de temps, c'est peut-être les années 60, 61, et petit à petit, bah, lui, il a envie aussi que son horizon ne soit pas aussi rétréci que ça. Il a envie d'explorer parce qu'il écoute la musique. On sait qu'il rencontre les Beatles en 64. Enfin, il vit pas dans un manoir avec des vieux parchemins folk. C'est vraiment quelqu'un qui est près de la découverte. Et petit à petit, lui, artistiquement, il dit que ça serait intéressant de travailler justement avec de la guitare électrique, d'épaissir son son, de changer de couleur musicale. Et comme oui, ça va être un malentendu parce que lui, ses envies ne collent pas avec, en tout cas, une partie des envies de ses fans qui aimeraient bien. Et c'est vrai que le concert de Newport, enfin le festival de Newport, c'est là où ça va être un peu le pinacle de ce malentendu, puisque quand il commence, il arrive déjà avec une formation électrique, des guitaristes et tout ça. Donc là, forcément, il y a quand même plein de gens à Newport qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même pas oser. Et quand il commence à jouer, on entend, parce qu'il y a quelques bouts qui ont été préservés, on entend des huées, on sent vraiment que voilà, a priori, il a quand même, le son n'était pas forcément très bien réglé, donc c'était vraiment très 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 fort. Peut-être voilà, disproportionné. Mais néanmoins, selon la légende, il y avait justement Pete Seeger qui aurait dit oui, si j'avais une hache, j'aurais coupé les fils pour qu'il n'y ait plus d'électricité, pour n'entendre plus ça. Et c'est vrai que c'est vraiment le sommet. D'ailleurs, après, il sera plus plégié comme ça, en fait. À la fin donc, du concert, il part avec sa formation électrique et le maître de cérémonie lui dit « Ouais, Bob, s'il te plaît, reviens avec ta guitare. » Et donc, il va quand même revenir seul pour apaiser un peu l'ambiance et les esprits et chanter donc, une chanson folk comme il a écrit des centaines, et très bien. Mais c'est vrai que son appétit pour autre chose s'est retrouvé à un moment confronté à presque de la haine. En fait, c'est vrai que pour les jeunes fans, c'est les jeunes fans et les vieux fans qui l'entourent, parce que Pete Seeger, il est plutôt vieux, c'est une trahison en fait. Il les a trahis et cette trahison va le marquer aussi, je crois. À partir de là où on sent que Dylan, il va vraiment n'en faire qu'à sa tête. Alors, avant qu'on continue, on va se faire un petit peu plaisir puisqu'on a donc les images de ce fameux concert scandaleux de Newport en 65. Donc, je ne vais pas le passer en entier puisque vous l'avez dit, c'est Like a Rolling Stone, là, parce que c'est un set de 3 titres électriques, je crois, ce soir-là. Ouais. Il y a Maggie's Farm, il y a Like a Rolling Stone qui est le single sorti juste là, et je ne sais plus le troisième. Ouais. Et donc on entend un petit peu, il faut tendre l'oreille au début, donc des huées, puisque donc il a déjà commencé, c'est pas le premier qui joue, mais donc il y a déjà les huées tout le long. Vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur la façon dont est né ce morceau aussi, d'où il vient peut-être oui, alors là c'est Like a Rolling Stone, je crois il a reçu vraiment une inspiration incroyable, où il a écrit, et je crois que c'est un des textes les plus longs qu'il a écrit, et puis après, c'est vrai qu'il y a plein d'histoires sur même l'enregistrement. Quand il enregistre, il y a un musicien qui s'appelle Al Cooper, qui est un jeune guitariste, qui veut jouer la guitare pour lui,
et puis finalement qui tape l'incruste en faisant croire qu'il joue du clavier. Et c'est aussi la magie du titre, c'est que quand il réécoute le morceau, juste après l'enregistrement, je crois que le producteur d'ailleurs est pas très content parce qu'il s'est bien rendu compte que Al Cooper n'était pas un musicien, un joueur de clavier, et Dylan au contraire. Il joue de l'orgue en fait sur le morceau. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Et quand il l'entend, Dylan il dit mais ça, mais c'est pas mal cet orgue. Et ouais, on pourrait le garder en fait. Donc c'est vrai qu'il y a après sur le titre, c'est aussi le film de Scorsese tire son titre d'un des vers. Ça fait partie des morceaux où on peut essayer de comprendre et en même temps à chaque fois qu'on relit le texte, on aura une autre version. Et c'est aussi ce qui est riche avec Dylan, c'est que ses paroles sont vraiment merveilleuses au point que il peut passer 10 ans, mais vous aurez une autre interprétation, une autre version dans votre tête. En tout cas, il y a plein de choses et là que Rolling Stone, c'est un titre, un texte, en tout cas, on peut pas vraiment dire de quoi il parle. Est-ce que c'est une jeune actrice ou quelqu'un de la Factory qui aurait pu… Enfin, on ne sait pas. Là, c'est vraiment… En tout cas, c'est son premier gros tube et c'est aussi le véhicule de sa végétarien, on va dire. Enfin, voilà. Oui, puis donc on entend que son son évolue clairement. Ouais. Est-ce qu'on peut passer un tout petit extrait de l'extrait du documentaire de Penny Baker, le clip de Subterranean Blues? Ah bah oui. Ah oui, parce que là, c'est quand même presque… cette évolution. C'est presque l'invention du clip vidéo. Hein. Donc voilà, on constate l'évolution sonore, Oui. ce passage à l'amplifié du Dylan de 65. Et, parce que Pardon. Ah, pardon. Non, c'est parce qu'il y a cet album de 65 qui s'appelle Bring It All Back Home, et c'est aussi, dans le titre, c'est ramenons le rock à la maison un peu. C'est refaisons le nôtre. Les Anglais se sont appropriés, et c'est aussi quand même une musique américaine. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on a dit qu'il avait inventé le folk rock, et j'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus. Ah ouais, le folk rock. En même temps, oui, il y a les Byrds aussi. Qui ont repris et qui ont popularisé avant lui Mr. Tambourine Man. Ouais, le folk rock, oui, effectivement, on peut le voir comme c'est vraiment un mix avec quand même de l'électricité, mais aussi dans les arrangements on n'a pas d'accord en puissance, on n'a pas, c'est pas les Rolling Stones, c'est pas Satisfaction, ce que fait Bob Dylan. Après, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont folk rock électrique, après d'autres carrément rock. Et puis il garde quand même parfois des ballades. Et c'est vrai que l'album de 65, Bring It All Back Home, a ces deux faces. Et après, finalement, tout va être mélangé. Et c'est aussi le moment où il fait, par exemple, l'année suivante, Blonde on Blonde. Finalement, lui, il va se débrouiller toujours pour faire les morceaux qu'il veut dans des couleurs différentes. Et on va le voir toujours un peu évoluer. Alors, par rapport à un caméléon comme David Bowie, qui lui vraiment a fait des albums disco et funk, Bob Dylan n'aura jamais fait ça. Lui, ça sera entre, grosso modo, blues, country, folk, rock, et c'est déjà pas mal, mais les couleurs se mélangent. Et c'est sûr qu'on voit que dans son écriture, il change. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi, en parallèle de son appétit pour le rock, il y a quand même, ses textes deviennent plus surréalistes. Il force, alors peut-être même justement, c'est aussi pour peut-être défier en tout cas ceux qui veulent apprendre par cœur ces morceaux et tout ça. Là. Il y a des images qui sont de plus en plus abstraites ou étonnantes. Il fait pas Blowing in the Wind bis. Là, il continue. Et c'est vrai que cette écriture un peu fracturée, un peu surréaliste, un peu énigmatique, elle va de pair avec une musique qui est de moins en moins folk, qui est moins en moins piégée là-dedans. Enfin, c'est piégé, c'est pas. Et en tout cas, il n'y a pas le cadre, il l'explose. Et c'est ce qui va faire aussi que ces années 60 le milieu des années 60, il fait des sommets comme Blonde on Blonde, Highway 61, Revisited. Et en revanche, juste, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est vrai, on en avait parlé un petit peu avant, mais c'est la construction de ce mythe aussi. C'est peut-être qu'à un moment, il a payé aussi, quand il est arrivé à New York, il s'est construit un mythe que
comme quoi il avait été orphelin, travaillant dans qu'il avait été forain et tout ça. Il s'est inventé plein d'histoires et je pense qu'à un moment, c'est là peut-être aussi, si vous me permettez la trivialité, ça l'a un peu pété à la gueule en fait. Et c'est vrai que et tout ça en fait se suit jusqu'à un peu le crash du milieu des années 60 en fait, où il va devoir prendre de la distance par rapport aux tournées, par rapport à ce rock circus où il pourrait devenir fou, hein, parce qu'on le sent bien en fait. Hein, c'est D.A. Pennebaker donc qui a fait le film, il a fait un autre aussi. Qu'on voit pas trop en fait parce qu'il n'a pas été fini, Hit the Document, alors avec des images tournées par Dylan, et il y a un passage qu'on peut retrouver sur YouTube qui est pas non plus mais où il y a Bob Dylan et John Lennon dans une voiture, on voit bien que Bob Dylan est dans un état complètement altéré, l'alcool, sans doute les drogues, et à un moment voilà, il a aussi épousé les codes du rock'n'roll, les drogues, l'alcool, voilà. Donc en 66 en fait on est à la fin de ça, ouais. Épuisant d'enregistrement, de tournées sans fin, d'interviews, etc. Et il se passe aussi quelque chose dans sa vie qui va accentuer ce retrait, ce recul pour quelques années de Dylan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Là, si, je vous parlais du fameux accident de moto qui survient alors qu'il est pas très loin de chez lui, juste après une grosse tournée. Alors après, c'est vrai que c'est un épisode aussi qui est... Nous, là, maintenant, on sait qu'il est vivant, mais il y a plein de gens pour qui, à l'époque, forcément, les informations circulaient moins. Et donc, dans les gazettes, dans les magazines rock'n'roll, il y avait Dylan a disparu, il a eu un accident, est-ce qu'il est mort ? C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Alors après, pour lui, il a quand même senti la moto s'échapper. Il était quand même assez blessé, il était hospitalisé. Et là, il a pris ça pour un avertissement, qu'il devait arrêter justement cette course sans fin, parce qu'il était un peu comme un hamster dans sa roue, là, c'est tourner. Puis en plus, c'est vrai que là finalement, l'hostilité qu'il rencontrait dans ses concerts, c'était pas partout, mais ça aussi, voilà, à un moment, on entend, il y a un concert aussi en 66, le concert de Manchester, où à un moment... dans le public, un spectateur crie Judas et lui répond tu mens, tu es un menteur, et puis là il demande à ses musiciens de jouer plus fort. Il y avait ce côté plus fort, on y va plus fort, et ça a failli le détruire aussi. Donc cet accident de moto, il a même dit que ça l'avait sauvé en fait, parce que là il dit voilà, je vais vivre avec ma famille, je vais vivre avec ma femme et mes enfants, et je vais arrêter de donner autant de ma personne, parce qu'il sentait bien que c'était plus ce qu'il devait faire et que c'était vain. Il avait commencé un peu à prendre du recul dans la mesure où il était parti de New York déjà, il était parti à Nashville. Ouais, c'est ça. Il a sa maison près de Woodstock. Alors Woodstock, qui va devenir bien célèbre. Hein, et en fait, il y a toute une communauté artistique où lui en fait, c'est vrai que ça paraît bizarre maintenant parce que il va avoir cette maison, et cette maison, il sera identifié. Il pourra même se faire quand même embêter par des fans. Enfin, il va vouloir vivre, connaître la tranquillité. Et c'est vrai que il y a un gros virage. Hein. On va avoir après des images de lui avec une Bible posée sur un lutrin, un peu des lunettes un peu intello. Enfin, il prend vraiment, il se met au vert. Il se met au vert. Après, c'est vrai que 5-6 années complètement folles, quoi. Et là, il va changer pour, même dans son écriture, il va utiliser plus d'images, alors parfois bibliques, mais des images spirituelles sur John Wesley Harding, l'album de 67. Et on sent que c'est plus le même Dylan. C'est plus le Dylan qui est avec des Ray-Ban et qui fait le mariole en répondant à des mauvaises questions posées par des journalistes qui le connaissent tellement peu. Là, il a envie de cultiver un nouveau répertoire, de faire de nouvelles choses. On sait aussi il a toujours un peu dessiné, hein, mais bon, il va toucher à la peinture. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui était si présent, il va provoquer une grosse absence. D'ailleurs, c'est vrai que c'est assez fou en fait. On s'en rend compte. C'est que à l'époque, les gens se demandaient vraiment où il était. C'était pourquoi il avait disparu. Mais il ne reste pas inactif pour autant, il continue les enregistrements, les sessions de création, notamment avec ses musiciens, la fameuse formation électrique qu'il a suivie. Il y a l'épisode des Basement Tapes. Oui, les Hawks qui vont devenir The Band. Ouais, c'est ça. Oui, alors les Basement Tapes, en fait, c'est un album qui va sortir au milieu des années 70, mais c'est pas un vrai album. En fait, lui, il veut enregistrer des chansons pour faire il veut enregistrer des chansons pour que les autres les reprennent.
et grosso modo, il veut enregistrer pour s'amuser. Donc c'est vrai que quand on écoute les Basement Tapes, il y a un coffret qui est sorti il y a 2-3 ans, on entend tout. Alors ils reprennent du Johnny Cash, ils reprennent plein de choses, mais il y a aussi des chansons comme ça qui surgissent. Et c'est vrai qu'il est il est tourné vers l'artisanat, finalement, aussi cet artisanat. Lui, ce qu'il aime, c'est chanter, finalement rester dans ce sillon américain qui creuse, qui n'a cessé de creuser. Et là, avec le Basement Tapes, il se retrouve chaque après-midi dans cette dans la maison qu'on appelle The Big Pink, parce que c'est un album de The Band. Et après, ils sont vraiment là pour se faire plaisir et inventer des choses, et surtout, après, que d'autres les reprennent. Mais Dylan, lui, il veut pas se mettre en évidence. Il veut toujours rester presque dans sa retraite, puisque là, il y a pas de concert prévu. Enfin, c'est vraiment une phase différente. Là où il compose, pas beaucoup de classiques, mais il y a quand même des chansons qui sont notables dans son répertoire et que d'autres vont s'accaparer. Mais en tout cas, on sent bien qu'il se régénère. Il reprend le plaisir d'être juste un musicien et pas cette icône à qui tout le monde veut parler pour demander le sens de la vie. Et ce retrait, il va culminer avec quelque chose qui nous intéresse, nous, donc peut-être nous dire un mot, c'est son expérience au cinéma, début des années 70. Ah oui, oui. Pat Garrett et Billy the Kid. C'est vrai que alors, Dylan, il reçoit cette proposition de Sam Peckinpah pour jouer donc dans un western. C'est aussi avec Christopherson qu'il connaît, qui est aussi musicien. Donc, il y a vraiment des choses qui l'intéressent. Après, on se rend compte aussi que partir sur un tournage de Sam Peckinpah avec sa famille, c'était pas forcément une bonne idée. Et d'ailleurs, avec Sarah Lones, ils vont se séparer très peu de temps après. Alors, c'est là où, pour ce film, il compose Knocking on Heaven's Door, qui est quand même là un standard, aussi un des plus grands morceaux de Bob Dylan. Mais ouais, il veut effectivement s'aérer, alors, il change de paysage. Et après, là, c'est vrai que c'est aussi un peu extrême, parce qu'un tournage, il y a quand même beaucoup d'excès, forcément, et donc très tôt, sa femme lui fait remarquer quand même que elle regrette un peu d'être venue. Mais c'est vrai que là, il joue un personnage qui n'a pas de nom, qui s'appelle Alias, qui est aussi un peu énigmatique. Forcément, on est obligé d'y voir un peu quand même une astuce de la part de Peckinpah de lui confier ce rôle-là, parce que c'est vrai que c'est Bob Dylan, et Bob Dylan qui joue un personnage qui est plus ou moins anonyme. Et bon, il s'en tire plutôt bien. C'est vrai que dans le film, il est bien. Après, on verra que le cinéma va rester quand même un point intéressant, même si, à mon sens, le meilleur film qui a été fait sur lui, c'est I'm Not There, où il est joué par quantité d'autres acteurs et d'actrices. On en verra peut-être un petit peu à la fin. On devait malheureusement le montrer. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, parce que c'est un film vraiment. Mais c'est vrai que là, il essaye aussi de toucher à autre chose. Avec une mauvaise expérience. Oui, et puis juste un petit mot, toute la BO qu'il a composée de Pat Garrett est superbe. Oui, bien sûr. De mémoire, c'est quasi instrumental à part Knocking on Heaven's Door. Ouais, c'est ça. Alors, on va continuer. Donc, après cette parenthèse qui est assez longue, de quelques années, fin des années 60, début 70, où il y a un flottement. Enfin, en tout cas, il s'éloigne vraiment de plus en plus de ses fans. Ouais. Il va finalement retrouver son public au mi-temps des années 70 et de belle manière, de façon assez marquante. Et donc, je vais vous laisser en parler de ce retour, mais j'aimerais qu'on évoque notamment un projet assez délirant qui vient de faire l'objet d'un beau documentaire de Scorsese encore, qui est sur Netflix, qui est la Rolling Thunder Review. Donc voilà, tu pouvais nous en parler un peu. Ah ouais, mais ça, c'est vrai que il y a que Dylan quand même pour avoir ce genre d'idée, parce que juste pour remettre, il a pas tourné pendant 8 ans. Finalement, il recommence à faire une vraie tournée en 1974 avec donc The Band, ses anciens accompagnateurs, qui sont toujours. Jusqu'alors, il a fait une petite date, il a participé au concert en soutien du Bangladesh, organisé au Madison Square Garden, George Harrison, mais finalement, donc là, il reprend la route, et puis là, il a une autre idée, reprendre la route, mais faire la tournée des petites villes. Et finalement, il part, c'est presque un cirque en fait. Lui, il est dans une espèce de camionnette jaune, c'est vraiment, ils vont faire des tournées des petites villes avec Joan Baez et plein d'autres. Il y a Sam Shepard, il y a plein de Allen Ginsberg. Il se retrouve à la tête d'une troupe hétéroclite. Alors lui, il va même tourner un film. Alors c'est vrai que c'est très très
il y a des mises en abîme. Lui, il va tourner un film qui s'appelle Renato et Clara qu'on peut trouver là, c'est aussi le Dylan surréaliste parce que là, la photo, on voit quand même, il est maquillé en espèce de Pierrot blanc. Il se crée un personnage et c'est vrai que ça reste dans l'histoire des États-Unis, je pense, la seule. Enfin, les Rolling Stones n'auraient pas fait ça. Il y a que Dylan finalement pour se dire bah voilà, je me fonds dans un collectif. On va jouer dans des petites villes parce que c'est vraiment bon, même si à la fin il y a quand même New York en destination finale, mais il y a ce plaisir de presque de repartir de zéro, même si bien sûr c'est pas vraiment il repart pas de zéro, c'est toujours Bob Dylan et les fans de Bob Dylan qui viennent le voir, mais il crée quelque chose où il y a beaucoup d'émulation, d'improvisation. C'est pas un concert de Bob Dylan, c'est Bob Dylan chante, mais d'autres personnes chantent. Il y a plein de. Ouais, ce film, il est super aussi. Oui. Il est super. Mais ouais, The Rolling Thunder Review, c'est vraiment Dylan qui était en retraite quelques années avant, et là tout d'un coup qui part à l'aventure avec beaucoup d'envie, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça l'a totalement régénéré peut-être, et là il repart, quoi. C'est reparti. Jusqu'à presque maintenant, en fait, finalement. Ouais, on va y arriver. Un petit cycle aussi intéressant, un peu étrange à la fin des années 70, c'est le moment religieux de Bob Dylan. Peut-être en dire un mot. Ouais, bah oui, il a eu sa phase, il n'a pas eu de phase disco ou funk, lui, c'est une phase religieuse, en fait. C'est vrai que on a déjà vu quand même, à la fin des années 60, il a toujours une Bible à portée de main, c'est un texte qu'il connaît beaucoup, mais là, il va vraiment devenir prosélyte. Et d'ailleurs, c'est les albums qui vont sortir, qui sont plutôt intéressants au début. Après les concerts, en fait, dans les concerts, il va déjà enlever une partie de son répertoire. Il ne veut plus chanter les mêmes morceaux. Alors, est-ce que c'était une toquade? Parce que finalement, ça dure 3 ans, hein, ça ne dure pas non plus énormément de temps. Et finalement, on a l'impression que c'était quelque chose qu'il voulait essayer. Je pense que alors, Dylan, c'est Dylan qui raconte, donc on est obligé de le croire, mais en même temps, on est obligé de marquer d'être un peu méfiant. Il raconte que Jésus l'a visité et lui a dit mais pourquoi tu ne me suis pas, pourquoi tu n'es pas avec moi? Et c'est ça qui l'aurait vraiment convaincu d'étudier mais la théologie et puis même de faire partie d'une congrégation et ensuite vraiment que ça se reflète dans ses albums parce qu'il y a un album qui s'appelle Saved, vraiment la sauver. Alors c'est vrai que c'est sous une pochette des plus laides qu'il est faite, mais voilà, il a vraiment puis ça va le quitter en fait, ça va le quitter, presque l'album Infidèle en 83, donc mais c'est quelque chose qu'il a on a l'impression qu'il a vraiment, c'était pas non plus Dylan n'y était pas moitié, il était totalement intégralement dans cette quête de spiritualité qui artistiquement a donné des résultats, on va dire parfois moyens, mais il y a Slow Train Coming qui est un très très bel album, mais c'est quelque chose qui jusqu'à ce que on a l'impression qu'il se soit lassé lui-même de cette, on va dire, cette contrainte un peu, parce que là il y avait quand même une contrainte, il jouait plus les morceaux que les gens aimaient aussi, donc ça posait problème quand même. Alors le temps file, on va aller un petit peu plus vite vers la fin, mais vous avez déjà commencé à dire que à partir du moment où il repartait en tournée, c'était presque plus il n'y avait plus d'arrêt, quoi. C'est vrai. Et pour ma prochaine question, je voulais m'appuyer sur une chose très intéressante que vous dites au début de votre livre, c'est que Bob Dylan, il évoque pour tout le monde, pour une grande partie des gens, il est toujours ramené aux années 60-70 dont on vient de parler, et surtout 60. Mais dans le milieu musical, vous dites que c'est vraiment un exemple de longévité artistique. Et donc, je voulais vous demander comment vous voyez cette longévité et comment Dylan il a finalement fait pour... comment il est parvenu à poursuivre son trajet musical, à toujours se renouveler, voilà. Alors, lui, il a quand même eu un peu de soucis dans les années 80, parce que ce sont les années 80, les synthés, l'écho sur les batteries, tout ça, finalement, ça colle pas trop bien avec sa musique. Alors, il va faire quand même des choses intéressantes, mais par exemple, il s'essaye au rap avec le Curtis Blow, c'est pas du tout son truc. Et c'est à la fin des années 80, il sort justement peut-être le meilleur album de la décennie, enfin, pour lui, hein, bien sûr, Oh Mercy avec Daniel Lanois. Et c'est ce moment-là où
artistiquement, il retrouve aussi de la cohérence et sans doute de la pertinence. Après, sa longévité, elle vient effectivement que c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté d'enregistrer, d'écrire, et qui, même maintenant, enfin, c'est quand même fou, on est en 2020, et cette année, il a eu un numéro 1 au Billboard, avec un morceau qui dure une dizaine de minutes. C'est vraiment Bob Dylan. Et tout à l'heure, Audrey, vous disiez, en fait, c'est que Universal a racheté quand même plus de 400 millions de dollars. C'est 600 chansons. Et s'ils y pensent, c'est pas pour faire des coffrets. Les coffrets, ils existent déjà. Non, c'est par rapport au streaming et à tout ça. C'est que Universal pense que Bob Dylan, voilà, n'est pas prêt de disparaître. Et il a réussi, en fait, je pense, pour moi, s'il a réussi aussi à durer, c'est qu'il a réussi justement à ne pas être dans les modes. C'est que finalement, quand il s'essaye à vraiment quelque chose de très marqué temporairement, au niveau de la temporalité, comme le rap, bon, c'est une catastrophe, par exemple. Mais dans les années 90, au moment du grunge, lui, qu'est-ce qu'il fait? Au début des années, il va reprendre des morceaux de blues, des morceaux de country. Finalement, il va aller toujours un peu à contre-courant. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait que maintenant, c'est toujours intéressant de l'écouter. Son dernier album, Rough Road These Ways, est un super album. Et vraiment, alors que les derniers, c'était des albums de reprise, là, il revient avec du nouveau matériel et il montre, oui, il n'y a pas d'autre Bob Dylan. Il y avait Leonard Cohen qui aurait pu, lui aussi, bien sûr, être récompensé d'un prix Nobel parce qu'en plus, il avait écrit beaucoup plus de livres que Bob Dylan. Mais Bob Dylan, c'est vrai que c'est Mick Jagger, Keith Richards, ils ont influencé sur plein de choses. Mais Bob Dylan, c'est vrai qu'on a l'impression que dans son coin, il arrive à écrire des vérités presque universelles, même si, bien sûr, il faut l'adapter à chacun. Et c'est ça, je pense que c'est au moment où il se dit, ouais, moi vous faites tout ça, vous êtes, parce que c'est vrai qu'aux années 90, tout le monde va vers le grunge très électrique. Lui, au contraire, il fait totalement autre chose. Et en fait, il est tout le temps surprenant. Il va vous faire un album de reprise de Sinatra, des chansons de Noël. Prédire Bob Dylan, c'est presque impossible en fait. Alors malheureusement, il a son âge, mais il va pas repartir en tournée forcément tout le temps. Il faut en profiter si ça revient. Mais c'est vrai que je pense que c'est ça aussi. Il a un caractère et aussi il va pas où souffle le vent justement. Alors, on va peut-être montrer, puisque vous disiez qu'il était toujours bien là, avec son album qui a très bien marché. D'ailleurs, le titre de 10 minutes dont vous parlez, c'est sur l'assassinat de Kennedy, et vous disiez qu'il était une histoire Murder Most Fall. Alors, c'est un titre qui commence par donc l'assassinat de Kennedy. Alors, c'est vrai que même dans la vie de Dylan, l'assassinat de Kennedy, on parlait, la marche pour Washington, c'est donc août 63, la mort de Kennedy en novembre. La mort de Kennedy, ça l'a vraiment, je crois, bousillé. Il était vraiment en plein. Il pensait que les choses pouvaient vraiment changer, plein d'espoir. Et donc, c'est vrai qu'il revient avec ce morceau qui est incroyable parce qu'en plus, il y cite plein de chansons, plein de titres de chansons, en fait. C'est presque une oraison funèbre de l'Amérique du XXe siècle. Et ce titre-là se retrouve numéro 1 du Billboard. C'est fou, quoi. C'est fou. On peut peut-être montrer une image quand même, enfin 1 minute d'un extrait, un moment important qui est Bob Dylan à la Maison Blanche. Ah oui, ça c'est la deuxième, la réélection de Barack Obama. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept that soon you'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving. They better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that its name is. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing.
Santa's congressman, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. And I'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Get out of the new one if you can't lend a hand, for the times they are a-changing. Well, the line it is drawn and the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Un petit mot peut-être de commentaire final, même si vous en avez déjà parlé, mais enfin, beaucoup au fil de l'entretien, mais ce prix Nobel en 2016 qui récompense, l'Académie disait Bob Dylan pour avoir créé de nouveaux modes d'expression poétique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, la façon dont vous voyez ce couronnement de ces textes? Parce que c'est vrai que, je vais dire un petit mot quand même, je parle de sa voix éraillée là, dans la vidéo, mais c'est aussi une chose qui revient souvent. Il y a quand même des réfractaires à Dylan, ça existe, et c'est surtout sur le Dylan musicien ou chanteur, surtout sa voix. Et il y a un passage intéressant que j'ai vu dans votre livre où lors d'une remise de récompense, il essayait justement de défendre un petit peu sa voix en citant Sam Cooke, à qui justement par contre, qu'on félicitait par contre pour le son de sa voix, mais qui disait mais une voix ne se juge pas à sa joliesse, mais à sa propension à dire la vérité. Voilà. Donc, Ah oui. très intéressant par rapport à Dylan, et voilà, à ces mots, à ces textes qui par contre là sont universellement reconnus. Donc, vous pourrez peut-être oui, c'est sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de Dylan avait déjà été cité pour le prix Nobel. On voyait la rumeur, enfin voilà, sur les réseaux sociaux, on entendait parler. Je crois qu'il a eu un prix Pulitzer avant ça d'ailleurs, il me semble. Ah. Je crois que j'ai lu ça. Ah bah il faut que je vérifie ça, ouais, mais je sais plus là. Mais on voyait son nom et c'est vrai que ça a été quand même une surprise en fait. Alors, il a 2 livres à son actif, alors une chronique qui sont vraiment ses mémoires, qui sont presque des mémoires tronquées, mais qui sont géniales, parce qu'il ne raconte pas ce qu'on a forcément envie de savoir, mais en même temps, c'est tellement, c'est superbe. Et puis, il a son premier livre, Tarantula, qui est voilà, un livre totalement surréaliste, qui ne vaut pas forcément qui veut pas le prix Nobel. Après, oui, c'est vrai que c'était de la part du congrès, enfin du comité Nobel, c'était quand même un geste très fort. Après, peut-être que il était tellement dans la shortlist chaque année qu'il disait qu'il faudrait à un moment le récompenser avant qu'il meure. C'est tout bête parce que c'est vrai que il fallait le faire. Alors, en plus, on voit que Dylan, il l'a bien reçu, mais bon, en même temps, il n'a pas fait des caisses. C'était pas, même si là, on voit, bon, effectivement, que Fayard, logique, hein, ils mettent sur le bandeau, mais ouais, c'est vrai que c'est une consécration. On sait que quelqu'un comme Lou Reed, par exemple, lui, voulait vraiment être reconnu comme un écrivain de chansons. Bah, Dylan l'a vraiment été. Alors, Lou Reed, bien sûr, c'est des super chansons, mais Dylan est une telle œuvre. C'est vrai que quand on parle des 600 chansons, c'est complètement fou, hein. C'est complètement fou. Donc, et puis ces chansons, elles continuent à vivre. C'est ça qui est important aussi, c'est que
le film, j'espère que vous verrez, I'm Not There, c'était que des reprises par des groupes plus jeunes ou des artistes plus jeunes, et son œuvre, elle est multiple et toujours vivante. C'est ça qui est vraiment fabuleux. Vous me tendez la perche parce que la dernière question, c'était justement, alors c'est une question difficile, hein, je suis désolée, mais sur l'héritage, sur l'héritage dylanien, parce que c'est tellement immense, mais on peut peut-être en dire un mot de ce qu'il a, enfin, la façon dont il a marqué la culture musicale du XXe siècle, quoi. C'est énormément d'artistes. Par exemple, si peut-être que sans Bob Dylan, on n'aurait peut-être jamais entendu Jimi Hendrix chanter. Jimi Hendrix, lui, c'est vraiment en écoutant Bob Dylan, parce que comme vous disiez, il a une voix quand même un peu spéciale, en l'entendant chanter. Alors bien sûr, Jimi Hendrix était déjà un super musicien, mais il s'est dit, mais moi aussi je peux le faire. Et je pense qu'il y a aussi un peu ce côté, des initiateurs. Enfin, voilà, il a réussi par sa voix, mais aussi bien sûr par ce qu'il faisait, par ce qu'il était, à être un modèle, peut-être un modèle. Après, c'est ses textes aussi qui, c'est fou de voir. De compter le nombre de reprises qui sont faites de ce répertoire. Il y en a tellement, en fait. C'est que il y a tellement de chansons, et même au cinéma, par exemple, moi, il y a un de ces morceaux que j'ai découvert dans The Big Lebowski, The Man in Me, qui est quand même un morceau génial, qui est sur un album qui est bon, mais en fait, il y a une telle prodigalité. Enfin, c'est quelqu'un qui il pourrait nous nourrir on pourrait écouter que Dylan pendant plusieurs années, je pense. C'est ça, c'est avec tout ce qu'il a fait. Surtout qu'en plus, depuis quelques années, il est quand même là, il y a beaucoup de coffrets, de rééditions. Donc là, il y a aussi cet aspect un peu mercantile, parce qu'il faut quand même être fortuné pour, à part bien sûr sur le streaming, mais si vous voulez les objets, là, il y a plein de sa collection de bootlegs officiels. Là, chaque phase de sa carrière est ultra documentée, et on peut écouter même quantité de prises du même morceau. Donc mais ouais, son héritage en France, bien sûr. Bon, je parlais du Gaufret, mais il y a Bachung, il y a plein de gens qui ont été marqués par lui. Alors maintenant, c'est vrai que c'est un peu moins, je pense, en France, mais aux États-Unis, forcément. Quelqu'un comme Jack White, il a été marqué par Bob Dylan. Dans le rap, je pense qu'il y a aussi des rappeurs qui peuvent s'inspirer de sa scansion, de son débit, de sa manière de voir les choses. Après, c'est vrai que c'est moins direct, mais sa place, elle est. Je pense qu'il y a toujours la place pour de nouveaux musiciens qui vont prendre exemple sur lui, parce qu'il reste quand même à part. C'est quelqu'un qui s'est forgé tout seul, même s'il s'est appuyé sur d'autres. Mais c'est le. Je veux dire, qu'il était numéro 1 cette année, même si c'est une année bizarre, c'est quand même assez fort. Je me souviens pas la dernière fois que les Rolling Stones ou les Beatles ont été numéro 1 avec un morceau. Il y a vraiment ce Dylan, c'est presque, même si lui n'aimerait pas ça, c'est un peu un phare dans la nuit, quoi. C'est quelqu'un qui éclaire toute la. Voilà. Ouais. Bon, alors pour terminer, avant qu'on se garde 5 minutes pour les questions, et je vous. Je le dis maintenant pour que vous n'hésitiez pas, chers spectateurs, à préparer des questions. Vous pouvez utiliser l'outil Converser, le petit icône qui est en bas de votre écran. Et je vais vous laisser 3 minutes pour y réfléchir, parce qu'on va regarder, pour finir, la vidéo de l'émission d'Arte Tout est vrai ou presque, que vous écrivez. Et donc, vous allez consacrer à Bob Dylan. Ouais, là, c'est juste pour dire, le réalisateur, on l'a écrit avec David Perrault, qui est un journaliste, et le réalisateur Nicolas Rendu. Voilà. Alors. Allez, McDo. Ça fera un petit résumé de tout ce qu'on a dit, les points principaux du trajet de Dylan, puisque vous avez réussi le tour de force à résumer son parcours en 3 minutes avec cette vidéo. Mais c'est une vidéo qui date de 6 ans, donc on ne parle pas des derniers. Voilà, mais c'est tout. Ok, allez, c'est parti. Selon Barack Obama, c'est le géant de la musique américaine. Bon, Barack dit ça aussi parce que le géant a appelé à voter pour lui. Aujourd'hui, Bob Dylan. Né en mai 1941, Robert Zimmerman grandit dans une ville minière du Minnesota située au milieu de nulle part. Son père tient un magasin d'électroménager. Le petit Robert s'ennuie, jusqu'à ce qu'il entende du rock'n'roll à la radio. Ses débuts de rocker sont difficiles. Quand il martèle le piano à la fête du lycée, les proviseurs coupent le son et ferment le rideau.
À la fac de Minneapolis, Robert sèche les cours. Il découvre la musique folk et passe son temps à jouer de la guitare acoustique, comme le chanteur engagé Woody Guthrie. Il se met aussi à l'harmonica. Robert a trouvé sa voie, son destin l'appelle. Il part donc à New York et enregistre son premier album en 62. Là-bas, il se fait appeler Bob Dylan et réécrit son histoire. Il est orphelin et vient du Nouveau-Mexique. Il a du sang sioux et il a travaillé dans un cirque. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Et ouais, c'est moi. Bob sent tellement l'air du temps que ses morceaux deviennent des hymnes de la jeunesse contestataire. Comme Blowing in the Wind. Oui, soufflé par le vent. Ces chansons sont reprises par d'autres et Bob influence toute une génération d'artistes. Il apprend même aux Beatles à fumer des pétards. Mais très vite, être un porte-parole, ça l'étouffe. Alors il prend les puristes de folk à rebrousse-poil. Il joue avec une guitare électrique. Sacrilège! Pour tenir le rythme des concerts, Bob prend de plus en plus de drogue et joue de plus en plus fort. En 1966, c'est la sortie de route. En moto. Bob se reconstruit à la campagne avec sa femme Sarah et leurs enfants. Mais même là, ses fans le harcèlent. En 69, il se réfugie à New York. C'est pire, un enragé fouille ses poubelles et cherche dans les textes de ses chansons un sens caché. Du coup, Bob fait tout pour casser son mythe. Il sabote un album conçu comme un autoportrait et il fuit au Mexique tourner en western où il chasse la dinde au lasso. Oui, la dinde au lasso. En 74, pour la première fois depuis 8 ans, il repart sur la route. Et dans la foulée, il lance la Rolling Thunder Review, à la fois une tournée et un grand carnaval. Bob conduit un camping-car vert. Après son divorce avec Sarah, il cherche le salut. Il se convertit au christianisme et chante « Jésus, il est sauvé !» Bon, ça dure 3 ans. Mais à la fin des années 80, il a une super idée. La tournée qui ne s'arrête jamais. Sauf en 1997. Il est à 2 doigts d'y passer à cause d'une péricardite. Depuis, Bob déconstruit ses morceaux sur scène pour ne pas se lasser. Et comme il en a écrit près de 500, il n'est pas prêt de raccrocher. Mais attendez, c'est hyper technique d'attraper une dinde au lasso. Ben oui, c'est pas grave. C'est en fin Noël chez Bouygues Télécom. Comment profiter du désolé, petit réglage technique. Voilà. Est-ce que juste Et oui, 13,80 €. On se fait le dernier extrait des chroniques ou comment vous sentez les choses? On peut peut-être... à part s'il y a des questions. Alors, y a-t-il des questions? On n'a pas tout dit, hein, c'était ouais. très ambitieux hein, de parler de Bob Dylan en 1h30 en même temps. Bah oui, bien sûr, ouais, parce qu'il y a tant de choses, effectivement. Hein. Son album country, ça, Johnny Cash, mais bon, c'est... Non, mais après, est-ce qu'on parle juste de la manière avec laquelle il s'est un peu réinventé pour pouvoir chanter ses chansons? Est-ce que, à la limite, on pourra peut-être finir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est le début du ce qu'il appelle le tour sans fin, The Never Ending Tour, et en fait, il raconte donc dans ses chroniques, il fait une tournée avec Tom Petty, et donc c'est en 86, et il dit ça. Sur les masses de chansons que j'avais écrites et enregistrées, j'en jouais finalement assez peu, je devais pouvoir en exécuter à peine une vingtaine. Les autres étaient trop mystérieuses, traversées de courants trop sombres pour que j'arrive à les métamorphoser. C'était comme trimballer un paquet de viande en décomposition. Je n'arrivais plus à comprendre d'où elle sortait. La lueur s'était éteinte, l'allumette brûlait jusqu'au bout. Je faisais semblant. Malgré tous mes efforts, le moteur ne démarrait pas. La tournée Tom Petty étant découpée en tronçons, l'un des organisateurs m'a casé plusieurs dates au milieu avec le Grateful Dead. Je suis donc parti pour Saint-Raphaël, retrouver et répéter avec eux. Ça devait être, selon moi, un jeu d'enfant. Au bout d'1 heure environ, j'ai compris sans ambiguïté qu'ils voulaient reprendre plus de morceaux que je n'en faisais avec Petty, et pas les mêmes. Ils souhaitaient tous les passer en revue, ceux qu'ils aimaient, qu'on voyait rarement au programme. Ça m'a mis dans une situation délicate. J'entendais les freins crisser. Si j'avais su ça d'entrée de jeu, j'aurais peut-être décliné purement et simplement. Je ne ressentais plus rien pour ces chansons, je me demandais comment les interpréter décemment avec le minimum de conviction. Pour un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, je n'avais dû les chanter qu'une fois, le jour de l'enregistrement. Et il y en avait tant que je ne les reconnaissais plus, au point de mélanger les paroles entre elles. J'ai eu besoin des textes pour saisir ce qu'elles racontaient, et en les relisant, notamment les plus anciennes, les plus impénétrables, je n'imaginais vraiment pas comment j'allais en sortir une miette d'émotion. Je me faisais l'impression d'un crétin, et je ne voulais pas rester là. Tout ça était peut-être une erreur dès le départ, autant y aller y repenser dans un hôpital psychiatrique.
Sous le prétexte d'avoir oublié quelque chose à l'hôtel, je suis ressorti dans Front Street. Je me suis mis à marcher, tête baissée contre la bruine. Je n'avais pas l'intention de revenir. Quitte à mentir, autant le faire vite, aussi bien que possible. J'ai remonté la rue, laissant défiler 5 ou 6 carrefours, lorsque soudain, j'ai perçu le son d'un petit orchestre de jazz un peu plus haut. Arrivé devant un minuscule café, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai aperçu les musiciens au fond de la salle. Il pleuvait toujours et il n'y avait pas grand monde à l'intérieur. Un client trouvait matière à rire. Ça ressemblait à la dernière gare du train de nulle part et c'était passablement enfumé. Quelque chose m'appelait là-dedans. Je suis entré. J'ai longé le comptoir au bout duquel les musiciens jouaient sur une estrade devant un mur de briques. Je suis resté au bar, j'ai commandé un gin tonic et j'ai dévisagé le chanteur qui se trouvait environ à 1,50 m. Pas tout jeune, il portait un costume de mohair, un chapeau plat à bord court et une cravate moirée. Le batteur arborait un Stetson. Le pianiste et le bassiste étaient tirés à 4 épingles. Il reprenait des ballades jazzy. Le chanteur me rappelait Billy Eckstine. Il forçait pas sa voix, il n'en avait pas besoin. Il était détendu. Il émanait de lui une puissance naturelle. Brusquement, sans aucune forme d'avertissement, ce type-là a ouvert une fenêtre au fond de mon âme. C'était comme s'il me disait « Tu devrais faire pareil ». Et j'ai compris quelque chose plus vite que jamais dans mon existence. Je voyais où il a trouvé cette puissance, ce qu'il faisait pour l'obtenir. Je voyais à quelle source il puisait, ce n'était pas la voix en soi. Cette voix qui me regardait droit dans les yeux. Je me suis dit, mais je faisais ça avant, moi. Certes, il y avait longtemps, mais ça venait automatiquement. Personne ne m'avait appris. Comment oublier une technique aussi simple, aussi élémentaire? Est-ce que je savais boutonner mon pantalon? Je me suis demandé si j'y arriverais encore. Je voulais au moins avoir l'occasion d'essayer. En maîtrisant à peu près le truc, je faisais mon affaire de la tournée marathon. Voilà, c'est extrait de ce grand livre qu'est Chronique. Que je conseille à tout le monde parce que même si effectivement il cache plein de choses qu'on aurait voulu savoir, tout ce qu'il nous dit est dit d'une telle manière que… C'est un texte qui est magnifique, oui. Les de Dylan, il faut vraiment les lire. Donc, ah oui. Ouais, je pense que c'est sans doute les meilleures mémoires qui aient jamais été faites par un musicien parce que justement il ne fait pas ce que font les autres musiciens. Alors, il raconte pas sa vie linéaire, scolairement. Voilà, il y a quelques petits passages sur lesquels on est passé un peu vite dans le parcours de Dylan, forcément. Oui. On peut peut-être revenir. Et j'ai une question d'un spectateur qui dit « Et son engagement politique avec John Baez ?» Justement, la relation avec John Baez, c'est une chose sur laquelle je voulais vous relancer un peu parce qu'on a fait un peu vite. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, bah en fait ça, c'est les années 63, 64 où il commence. Dans le folk, en fait, finalement, le folk, c'est une musique, à la base, c'est une musique engagée. Donc, son engagement politique, il va passer la marche des droits civiques. Après, il croyait beaucoup, effectivement, en Kennedy. Après, là, je pense qu'il y a d'autres le spectateur ou la spectatrice fait peut-être référence à d'autres choses dont là, je me souviens pas tout de suite. Mais oui, son engagement politique. Après, justement, on sent bien qu'il y a un moment, en fait, le clash aussi… peut-être qu'il y a une histoire amoureuse, mais John Baez voulait sans doute qu'il soit plus explicite et plus engagé à partir du milieu des années 60. Il y avait un sens de la responsabilité qui leur incombait en tant que… Voilà, c'est ça. Et autant John Baez, finalement, elle est restée sur cette ligne où on lui fait des chansons qui sont… qui sont engagées, qui parlent de… Autant lui, le militantisme, il s'en est abstenu depuis longtemps. Alors, cet engagement, il a duré, pour moi, je dirais… à peu près un an, enfin, allez, 2 ans, on va dire. Mais c'est… Et puis c'est vrai que cette année 63 se finit sur l'assassinat de Kennedy, qui, je pense, aussi dégoûte un peu la politique. Même si, bien sûr, on l'a vu avec Barack Obama, et enfin, après, il avait quand même ses opinions, mais c'était pas… Lui, il voulait pas être un musicien politique, je pense, très tôt. On va s'arrêter là. Je voulais juste terminer avec une petite citation que j'ai entendue dans le documentaire de Scorsese sur la Rolling Thunder Review. C'est un passage d'interview de Dylan, en fait, et le journaliste lui dit « Vous chantez des nouvelles chansons alors que les gens attendent les anciennes ?» Et lui répond « Ah oui, mais c'est ce qui arrive quand les gens ont des attentes, elles sont déçues, il ne faut pas avoir d'attentes. » Et le journaliste lui dit « Mais les gens en ont. » Et il répond « C'est leur problème, on ne peut pas être responsable de tous ces gens qui se baladent avec des attentes. » Et ça me semble être une vraie clé pour comprendre tout le parcours de Dylan, en fait, pas se conformer à ce qui peut être attendu de lui, simplement. Ah oui. Voilà. Effectivement, autant plein d'artistes essayent de faire plaisir à leurs fans, je pense à Bowie comme ça en concert, autant lui, on sent que… Et même quand il se produit, la dernière fois qu'il s'était produit au
Festival des Vieilles Charrues, donc en Bretagne, ce qui est un énorme festival, c'était la tête d'affiche. Les gens étaient vite déçus parce que ils n'avaient pas fait de best-of. Alors en plus, le problème, c'est que quand il avait chanté des classiques, ils n'avaient pas forcément reconnu parce qu'il le chante dans une version un peu modifiée, presque dénaturée. Il change les mélodies, mais c'est vrai qu'il n'est pas là pour faire plaisir, vraiment. Même s'il nous fait plaisir, bien sûr.